que les autres pensent que tu es n'est pas ce que tu es. Mm. Et ta singularité peut te permettre véritablement de te révéler, de prendre ta place dans le monde et de pas avoir peur de briller. Et moi, j'entends par briller non pas le fait d'être parfaite, mais d'accepter ta personne dans ton entièreté, aussi bien ton ombre que ta lumière. Bienvenue sur ABC Talk Woman, le premier talk 100% féminin sur la chaîne ABC Talk. Et comme d'habitude, sur les magnifiques canapés du plateau, je reçois 4 femmes extraordinaires. Et pour le coup, sur cette émission, elles seront vraiment extraordinaires puisqu'on va parler justement de cette thématique de ces femmes qui arrivent à révéler l'extraordinaire en vous par des biais bien différents les unes des autres puisqu'elles ne font pas du tout les mêmes métiers. Et pour autant, elles arriveront à vous redonner confiance, peu importe l'extraordinaire qui se trouve en vous. Ça va les filles ? Ça va super, merci. Alors, c'est la pression d'être proposée là comme ça à nos auditeurs comme les femmes extraordinaires qui révèlent l'extraordinaire chez les autres. Ça me fait très plaisir de vous avoir parce que vous allez représenter un peu un melting pot de secteurs d'activité, de choix de vie. Et vous accompagnez d'ailleurs toutes les 4 des familles ou alors des personnes, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des personnes qui se cherchent à se révéler. Vous les accompagnez à se comprendre davantage et à puiser le meilleur qui est en eux. C'est ça un petit peu ? Exactement. Mélina, Oui, c'est ton premier plateau ? tout à fait. On sent un petit peu la pression. Non mais franchement, tu passes bien, t'es Non, ça super va, belle, ouais. t'es au top. Super. Je voulais te poser une première question pour commencer ce thème, parce que c'est vrai que l'extraordinaire, toi, tu le côtoies au quotidien. Tout Qu'est-ce à que fait. tu fais dans la vie ? Alors, donc, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai créé ma micro-entreprise pour accompagner les enfants et les familles atypiques. Les enfants hypersensibles, à haut potentiel intellectuel, même avec ceux qui ont des troubles de l'attention et de la concentration. Et en fait, il y a vraiment une citation moi, qui me parle beaucoup, la citation d'Albert Einstein, qui dit « Juger un poisson à grimper à un arbre, et il pensera toute sa vie qu'il est stupide ». Eh ouais. Et en fait, c'est vraiment cette citation qui me permet d'accompagner des enfants en échec scolaire, parce qu'en fait, parce qu'ils ne rentrent pas dans un moule, ça passe pas. Et en fait, du coup, ils pensent qu'ils sont stupides parce qu'il n'y a pas de bonnes notes, ça colle pas avec le programme, etc. Eh ben, c'est très bien, ça me permet donc de vous poser à toute une question. Est-ce que c'est un handicap finalement d'être extraordinaire, de sortir de l'ordinaire, ou est-ce qu'au contraire, si on apprend à le travailler, ça peut être quelque chose de formidable ? Je crois que vous avez la réponse, mais je pense que ça va être le débat aujourd'hui. Mais je pense en fait que ce que tu as dit, quand on en prend conscience, et c'est ça à mon avis la grosse problématique, c'est toutes les années où on croit que c'est un poids, on croit que c'est quelque chose qui justement va nous handicaper, et donc on a tendance à le mettre sous le tapis en fait, et de côté, et essayer finalement de le cacher, et on travestit qui on est finalement, et donc du coup on a cette double peine parce qu'on n'est pas réellement soi, et on ne nous voit pas tel que l'on est vraiment. Et c'est vraiment quand on se rend compte que cet atypisme, finalement, c'est notre force, que finalement, on devient réellement doué dans ce qu'on fait. Donc finalement, un poisson qui retourne à l'océan, il peut nager. Exactement. Il est heureux. C'est une très belle notion que tu nous as donnée. Alors, c'est quoi ton côté extraordinaire, Emmanuelle ? Alors moi, je suis médium, thérapeute depuis 2012, mais là, je maxe vraiment sur le côté formation de la médiumnité, parce que justement, moi, ça a été compliqué pour moi quand ça s'est décuplé. Je me suis sentie beaucoup rejetée, beaucoup justement dans cet atypisme où on est mal jugé, donc du coup, on oublie une partie de soi pour se fondre dans la masse, parce que c'est bizarre de parler à des fantômes, ou c'est bizarre de ressentir des choses, etc. Et donc aujourd'hui, je mets vraiment ça au cœur de ma formation en fait, où justement les gens déjà n'aient plus peur et puissent développer ça et que ça devienne une force, faire leur choix dans leur vie pour gagner confiance, pour se sentir guidés, pour se sentir avec une sécurité profonde qu'ils sont à leur place en fait. À leur place. Ouais. Ils n'ont pas choisi en fait non, mais le don leur est tombé dessus quoi un petit peu. En fait, on en a tous ces capacités extrasensorielles parce qu'on a tous 5 sens. Et on a tous une glande épiphyse dans le cerveau qui nous permet de capter. Et donc, je dirais pas que c'est des dons, parce que c'est ni un don d'avoir les yeux marrons ou bleus. Tu vois, il y a pas de. C'est vraiment qu'il y en a chez qui c'est plus développé de des sens que d'autres. D'accord. Et donc, on a tous ces capacités-là. Après, on n'est pas tous faits pour être médium. Parce
qu'il y a l'accompagnement au deuil, il y a tout ça, il y a tout un côté thérapeutique qui est quand même important. Mais les capacités extrasensorielles, ça s'apprend, ça se développe, vraiment. Et du coup, toi, Nina, qui accompagne des femmes qui parfois même se sentent beaucoup trop ordinaires, quelle est ta mission de vie? Est-ce que toi aussi, tu leur apprends qu'elles peuvent trouver en elles, puiser en elles l'extraordinaire? Alors complètement. Et ce que je cherche à transmettre comme message, c'est de faire de sa singularité une force. Magnifique. Et faire en sorte que ce qui te rend différente, finalement, c'est ce qui peut être ta force et c'est ce qui peut te permettre de te démarquer. Et je les accompagne dans ce sens-là parce que moi-même, je ne suis jamais rentrée dans le moule et j'ai cherché à, parce que la société, mon entourage, etc., cherchaient à ce que je rentre dans le moule. Alors j'étais soit trop, soit pas assez, mais j'étais jamais la bonne personne en soi. Et j'apprends justement aux femmes que j'accompagne à se sentir assez telles qu'elles sont, qu'elles soient trop ou pas assez pour les autres, à ce que les autres pensent que tu es n'est pas ce que tu es. Et ta singularité peut te permettre véritablement de te révéler, de prendre ta place dans le monde et de pas avoir peur de briller. Et moi, j'entends par briller non pas le fait d'être parfaite, mais d'accepter ta personne dans ton entièreté, aussi bien ton ombre que ta lumière. Tout simplement. Magnifique. Bon, je pense que ça nous parle à toutes, je crois. Hein, Katia, je vois là un grand sourire. Tu vas compléter, je pense. Ce que tu dis, ça me parle énormément. Parce que déjà, à titre personnel, j'ai vécu soit d'être trop ou d'être pas assez. Et je pense que vraiment, parfois, quelque chose qu'on a eu comme une véritable blessure, on met beaucoup de temps à comprendre que c'est ce qui a fait notre succès. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'étais une enfant qui était... j'avais pas mal de difficultés dans les interactions entre enfants, je comprenais pas tout, et j'étais hypersensible, donc ça m'angoissait vraiment très profondément. Donc du coup, c'est vrai que j'ai surdéveloppé cette capacité d'anticipation. C'est vraiment et le fait d'anticiper absolument tout et d'avoir toujours un plan A, un plan B, un plan C, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était la raison de mon succès fulgurant en négociation. Parce que du coup, depuis petite, j'avais exercé finalement ce regard de ce qui se passe, de qu'est-ce qui peut m'arriver, si la personne elle dit telle chose, finalement, et si c'est pas ça, c'est autre chose, et cette capacité de rebond. Et finalement, je reste persuadée que c'est la petite fille, tout ce que j'ai pu développer en fait, qui a fait le succès dans ma vie professionnelle. Et je te rejoins aussi beaucoup sur le fait qu'il y a tellement de femmes qui cachent leur vraie nature parce qu'elles ont la sensation de ne pas être assez, ou à l'inverse d'être trop et qu'elles sont jugées. Et du coup, à force d'être jugées, finalement, elles se travestissent. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Ça me touche ce que tu dis parce que je me demandais, Mélina, j'aurais peut-être besoin de ton avis. Est-ce que finalement, les femmes qui accompagnent, par exemple, Emmanuel, Nina ou encore Katia, ou même nos 3 invités et moi-même, est-ce qu'on n'aurait pas justement, nous, sans le savoir, soit des penchants HPE, HPI, des choses peut-être pas soignées, qui fait que soit on va vouloir absolument accompagner les autres parce que nous, on a senti cette douleur, on s'est pas senti accompagné à ce moment-là et c'est une mission de vie, soit les gens qui vont prendre nos accompagnements ressentent qu'on leur ressemble et il y a un truc comme ça, ou est-ce que tu penses que ça n'a rien à voir? Je peux pas vraiment dire s'il y a un lien ou pas, parce que vraiment chaque personnalité est différente. Maintenant, en tout cas, je sais qu'une personne hypersensible, en fait, va dès l'enfance poser un masque pour ne pas montrer justement cette sensibilité. Et heureusement, aujourd'hui, on en parle davantage, ce qui permet, du coup, ça nous permet d'enlever ce masque. Mais c'est vrai que un enfant dès petit, il va dire, hop, il va cacher ses émotions pour montrer cette force cette fameuse force en fait qu'on doit montrer en toutes circonstances. Et justement, en fait, le fait de pouvoir avoir toutes nos entreprises, c'est à ce moment-là où on va vraiment se révéler. Et pour pouvoir se révéler, je pense que, il me semble en tout cas, on est toutes passées par des phases en fait difficiles où à un moment donné, notre soi en fait se révèle contre toute attente, et c'est grâce à ça que l'on crée nos activités, je pense. Oui, la révélation. La révélation, quand on est médium, c'est un petit peu pareil. Je pense que quelque chose qui nous tombe dessus, tu en as parlé. Comment tu le vis, toi, le fait d'être un peu différente, on va J'ai dire? mis beaucoup de temps à assumer.
J'ai mis beaucoup de temps à assumer parce que ça a vraiment été fulgurant de mes 14 à mes 16 ans. J'ai eu 8 décès. Oula. Là, j'ai commencé à avoir plein de messages, donc voilà, c'était beaucoup trop. J'en ai parlé autour de moi et tout de suite, j'ai senti que l'adolescence, quoi. Déjà, bon, déjà, sans ça, c'est pas toujours simple, les relations. Mais j'ai vraiment senti quelque chose qui était de l'ordre du rejet, carrément, quoi. Et donc, j'ai mis un peu ça en sommeil. Et après, quand j'ai senti que quand je me suis sentie beaucoup plus construite, beaucoup plus forte, là, j'ai pu réouvrir tout ça, en fait, plus profondément. Mais en effet, enfin, il y a un moment où ça demande d'aller chercher vraiment du courage quand même et de la force. Mais quand on y est, c'est comme si tu y es prédestiné, il y a un moment où ça se réouvre de toute façon. Il y a un appel. Vous ressentez ça, vous, l'appel de votre activité, les filles? Ouais, complètement. Ça te parle, toi, Nina? Ouais. Besoin de sens. Ah oui, bah ça, c'est une certitude. Ouais, j'ai eu un moment donné dans ma vie où je suis descendue tellement bas. J'avais déjà cette idée de projet que je développe aujourd'hui, mais je suis descendue tellement bas qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, je veux devenir cette personne dont là, j'ai besoin et que je trouve pas autour de moi. Et permettre à toutes ces femmes, justement, de sentir qu'elles sont pas seules, de sentir que malgré leurs différences ou le fait qu'elles se sentent trop ou pas assez, bah, finalement, ça peut être une force sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour briller véritablement. Et c'est quand je suis tombée très bas que la seule envie que j'avais, c'était de pouvoir remonter pour aider toutes ces femmes à soit ne pas tomber comme je suis tombée, ou les aider à se relever si elles le sont. Et quand t'es tombée très bas, t'étais où? C'était quoi? C'était financier? C'était psychologique? Psychologique. J'ai fait une grosse dépression en 2021 parce que j'ai encaissé beaucoup de mon enfance jusqu'en 2021 parce que j'ai eu une enfance un petit peu compliquée, enfin dans un climat assez anxiogène. Donc j'ai beaucoup porté sur mes épaules, j'ai eu certaines responsabilités que j'aurais pas dû avoir en tant qu'enfant. Puis après, j'ai enchaîné sur une relation de 8 ans très toxique qui m'a laissé un gros trauma, de grosses séquelles. Et j'ai toujours encaissé sans jamais montrer parce que j'ai aussi grandi dans un environnement où pleurer, montrer finalement ce que je pouvais ressentir, c'était pas toujours hyper bien accueilli. Donc j'ai toujours gardé en moi, sauf qu'en 2021, mon corps m'a fait comprendre que là, stop, faut que tu te poses, faut que tu te calmes. Chose que j'ai vachement rejetée finalement. J'acceptais pas cette part de moi, cet aspect de mon parcours, de mon histoire, et c'est ce qui a tardé aussi au niveau de la guérison. Mais à partir du moment où j'ai véritablement accepté ce que je vivais, ce par quoi j'étais passée, et surtout que ça pouvait être transformé comme force finalement, et que c'était pas un échec, mais largement une opportunité pour moi de tout reconstruire à ma façon et d'aller, de me servir de ça comme tremplin pour atteindre des objectifs beaucoup plus grands. Et c'est à ce moment-là que j'ai encore plus compris que finalement, ce projet de coach était une mission de vie plutôt qu'un projet. Donc en fait, ta mission de vie qui te rend aujourd'hui extraordinaire et qui te permet d'accompagner des personnes extraordinaires prend sa naissance dans cette dépression, ce côté sombre que tu rejetais et qui finalement est ta bénédiction sans que tu t'en rendes compte. Ouais. Ça s'est passé comme ça aussi pour toi, Carla, ou de base, tu as eu un parcours... je t'ai appelée Carla. Katia, ça s'est passé comme ça pour toi ou rien à voir? Tu veux dire ce que je fais aujourd'hui? Là, toute ta mission de vie, c'est-à-dire accompagner des gens, est-ce que d'abord tu étais dans la vente, ma carrière, etc., ou tu étais déjà dans un processus d'accompagnement des gens? Alors, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de management. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a de l'accompagnement. Déjà dans l'accompagnement. Bien sûr. Et en fait, moi, je crois que l'activité que j'ai aujourd'hui, elle est beaucoup liée à mon vécu et liée aussi à mon vécu personnel, mais à mon vécu professionnel. Parce que j'ai évolué dans un milieu qui était pratiquement à 90%, même presque 100% masculin. Moi, j'étais négociatrice, donc j'étais vraiment dans un univers très masculin. Je suis devenue directrice commerciale, j'ai été après dans les comités de direction de grosses structures et j'étais la seule femme. Donc du coup, ça m'a questionnée beaucoup sur pourquoi moi, en fait, parce que je me sentais pas spécialement plus que quelqu'un d'autre, vraiment, en toute objectivité. Et donc, quelque part, je me suis dit, mais en fait, quelle est la raison pour laquelle finalement j'ai surperformé? Et je pense que c'est surtout parce que j'ai toujours voulu me prouver quelque chose depuis l'enfance, justement, le fait de... je me sentais vraiment différente. T'es enfant unique? Oui, je suis enfant unique. Ouais, il y a ça aussi beaucoup. Parce que, en fait, t'étais la seule qui avait la responsabilité de ses parents. Donc je voulais me prouver quelque chose, exactement. Et en fait, je suis rentrée dans une course effrénée au succès. Et arrivée, on va dire, en comité de direction, c'est vraiment là où je me suis dit, mais ok, et what else, quoi.
Et je me suis dit, mais en fait, c'était pas vraiment ça que je voulais. Et vraiment, j'ai eu une rupture de sens totale. J'ai adoré mon métier, hein, vraiment. Et du coup, quand j'ai basculé dans l'accompagnement, j'ai eu beaucoup de réflexions et je me suis dit, mais en fait, dans ma carrière, oui, ok, il y a des inégalités salariales, mais en fait, c'est que les femmes, globalement, elles s'interdisent tellement de choses. J'ai pu voir tellement de collaboratrices ne pas postuler à tel poste parce qu'elles se posaient 20 questions supplémentaires que l'homme au même stade. C'est clair. Et donc, c'est vrai que je poussais déjà beaucoup de mes collaboratrices, qui étaient déjà pas nombreuses. Mais du coup, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que toutes les femmes aient un impact, parce qu'on peut avoir un impact sur une autre femme sans être célèbre, sans être riche. On a vraiment cette force singulière, et je te rejoins beaucoup dans la singularité, où c'est justement cette singularité qui fait que on est tous différents. Et tu le dis d'ailleurs assez souvent qu'il peut y avoir 10 coachs Instagram, 20 coachs business. Finalement, on va être attiré par la personne pour sa singularité, pour qui elle est réellement, en fait. Elle a raison, Nina, quand elle le dit, moi je le dis aussi dans mes conférences. Notre particularité, notre singularité, c'est notre force, puisque c'est ce qui fait qu'on est unique, on est irremplaçable. Et c'est nous, en fait. Donc, exactement. Donc c'est très beau que tu en fasses ta force. Et il peut y avoir 10 000 médiums, 10 000 coachs business. C'est pas grave. On est tous la personne ressource de quelqu'un. C'est Caroline Mignot qui le dit. Et c'est beau quand on est une ressource pour les autres. Exactement. Surtout dans la vente, en fait, parce que la vente, elle est très, je trouve, logotypée, testostérone, du yang. C'est clair. Et du coup, la femme, elle a parfois du mal à se vendre. Surtout, parfois, il y a des femmes qui ont des traumas. Moi, j'ai découvert des choses absolument où vraiment, je mettais pas la problématique à cet endroit-là, de femmes traumatisées ou qui avaient subi des abus. Et qui, du coup, rien que l'idée de se vendre était problématique. Quand on est dans l'entrepreneuriat, en fait, on est son produit. Et donc, il faut vraiment apprendre à se vendre. C'est incontournable. Je suis d'accord. Et ça me permet de rebondir sur une phrase que je donne tout le temps à mes coachés, parce que j'étais commerciale avant. D'accord. Et je dis toujours convaincu, convaincant. Quand tu es convaincu de ton produit, tu es convaincante. Mais quand tu es convaincu de la personne que tu es, tu es convaincante sans chercher à en faire des caisses et être dans cette dynamique de je dois me vendre. Mais je suis convaincue de ma valeur, je suis convaincue de ma personne. Donc, je reste convaincante pour les autres autour de moi et j'ai pas besoin d'en faire plus que ça. Et c'est une phrase que je répète tout le temps parce qu'elle me fait tellement sens. Et c'est génial. Et c'est tellement vrai parce que, tu vois, j'ai ouvert une école de closing et j'accueille dedans des coachs qui me disent « Mais en fait, je veux vendre les formations des autres parce que je n'arrive pas à vendre la mienne. » Donc, globalement, ça rejoint cet aspect-là que quand il s'agit de nous et que on a plein de traumas qu'on peut traîner parfois même depuis l'enfance, on n'est pas convaincante parce que soi-même, on n'est pas convaincu de qui on est intrinsèquement. Complètement. D'où l'importance aussi, en fait, d'autoriser l'enfant. Enfin, moi, je reviens toujours à mon domaine. En fait, toujours autoriser l'enfant à être lui-même en toutes circonstances. Ça veut dire, le traîner plus tard. Mais oui, enfin, ça veut dire accueillir ses émotions, mais n'importe quelle émotion, être toujours près de lui et lui dire, ok, tu as beaucoup d'émotions, ça va passer, mais il y a aucun problème. Et ça, c'est vraiment hyper important. Mais ce que tu dis est très juste parce que nous sommes des enfants qui en ont juste grandi et qui portons aujourd'hui nos traumas, à tous. Et c'est encore plus, je pense, caricatural dans le secteur de l'infoprenariat parce que ça nous met des claques assez régulièrement, de la remise en question. Donc, c'est extrêmement juste. Et est-ce que tu penses que, donc, si on est un parent qui découvre que son enfant a une atypie particulière, est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'il faut voir ça, au contraire, comme une force, puisque c'est une singularité? Comment, en tant que parent, on doit se positionner pour en faire après un adulte qui aura les armes pour peut-être travailler en tant que salarié ou responsable ou entrepreneur, peu importe, à succès, mais qu'est-ce qu'on doit leur dire à ces parents qui découvrent ça? En fait, déjà, les parents ne le découvrent pas par hasard. Je veux dire, c'est que soit ils ont été en difficulté. Alors après, je rappelle quand même qu'un enfant atypique, dans la grande majorité des cas, ce sont des enfants qui vont très bien. Là, forcément, j'accompagne les enfants et les familles avec qui c'est compliqué dans le quotidien et à l'école. Maintenant, en fait, donc forcément, il y a déjà un parcours un petit peu du combattant pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'un enfant qu'on peut pas poser dès la naissance parce qu'il est toujours accroché à soi, en fait, et le parent, dès le début, en fait, il va culpabiliser, il va penser qu'il fait quelque chose de mal. Et en fait, non, c'est vraiment lié aux besoins spécifiques de l'enfant. Et en fait, c'est vraiment là où je vais soutenir la famille, en fait, pour dire non, mais il n'y a aucun problème.
il y a aucun problème. En fait, tout ce que vous faites, c'est bien. C'est juste en fait qu'il faut accompagner différemment cet enfant aux besoins spécifiques. Donc là, par exemple, tu conseillerais quoi? De poser l'enfant ou au contraire, si le besoin est de le garder, de le garder? Ah oui, bien Et sûr. de En fait, déculpabiliser? oui, tout à fait. En fait, c'est plus la culpabilité qu'on va créer, qui va créer un problème à l'enfant, plutôt que le comportement lui-même de le poser ou de le garder, quoi. En tant que parent, de toute façon, on se sent coupable en toutes circonstances. J'ai presque envie de dire, ça fait partie de notre squelette. Bon, c'est comme ça. Maintenant, en fait, un enfant en fait qui a besoin de maternage, il faut le porter. Plus l'enfant sera porté, plus en fait ses besoins seront comblés. Et même en grandissant, en fait, je pense que les réponses que l'on attend, en fait, souvent l'enfant nous donne les réponses dans la manière de l'accompagner. D'accord. Donc c'est très intéressant. Ça nous donne même des indications pour nous qui avons des accompagnements. Je pense que quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, tant qu'il a besoin et qu'il manifeste le besoin, faut être là en tant que coach, je pense. Et idem, bon, pour les adolescents, souvent les enfants ils sont assez crus dans leurs mots. Faut juste les laisser parler, comme tu dis. Est-ce que tu as remarqué toi aussi que tes élèves, tes coachés, avaient ce côté un peu enfant parce qu'ils découvrent donc ce fameux don, ils se renseignent auprès de toi et bon, ils sont peut-être pas très à l'aise au début. Ils ont vraiment besoin d'être rassurés. Ouais. Parce que c'est un milieu qui peut faire peur. Oui. La médiumnité. Donc, ils ont vraiment besoin d'être rassurés, besoin d'avoir de la crédibilité. Donc, c'est ça, en fait, ça reviendrait même à un enfant qui a besoin que son parent le croie quand il dit quelque chose. Mais c'est vraiment ce sentiment d'amener de la sécurité. Vraiment. Dans leur ressenti. Et qu'est-ce qui amène alors de la sécurité? Moi, si je te dis coucou, je suis médium, il y a des mecs qui viennent me parler la nuit. Que faire? Ok, je dirais, c'est toi qui poses le cadre. C'est toi qui crée tout. Donc, tu demandes. À partir de maintenant, je demande. Moi, j'ai des horaires de bureau. C'est-à-dire que je demande au monde spirituel, non, mais moi, je bosse que quand je suis au cabinet. Vous venez pas me voir la nuit, vous venez pas me voir à telle heure. Et à partir du moment où c'est toi qui poses les règles, c'est ok, c'est toi qui décides. Mais c'est incroyable. Tu es le créateur de ta communication avec l'au-delà. D'accord. Donc, c'est toi qui poses les règles. Un planning moi, c'est que... Alors, il y en a qui font du forcing, ça arrive, mais c'est quand vraiment il y a un message, vraiment un message d'amour, un message où l'autre, ça va vraiment... le vivant a besoin d'entendre ça parce qu'il est dans une phase de sa vie où ça va pas. Et donc, moi, j'ai un message, tiens, j'ai Gisèle qui me parle, ça dit quelqu'un, voilà. Et là, la personne me dit, oui, j'ai ok, viens. J'ai quelque chose à te dire. Si c'est ok pour toi de le recevoir, bien évidemment, parce que la personne, elle demande rien. Donc, il faut être hyper éthique par rapport à ça. Mais non, on pose le cadre. Je viens d'apprendre quelque chose. Vous saviez ça? Non, du tout. Des filles qui avaient un Calendly défunt. Incroyable. Moi, j'ai les horaires du bureau. Incroyable. Même moi, je sais pas gérer mon agenda. Waouh. Tu prends ton rendez-vous. Chacun son rendez-vous. Bon, on a parlé de révéler l'extraordinaire, mais c'est vrai que pour révéler l'extraordinaire, il faut soi-même avoir un petit peu de base, se sentir bien mentalement, structurer peut-être sa vie, de famille, sa santé, etc., donner du sens. Être en sécurité financière, ça se passe comment, vous, votre santé? Moi, je sais que je fais pas du tout attention, j'ai pas le temps de dormir, etc. Mais vous, est-ce que vous prenez soin de vous quand même? Toi, je pense qu'après ta dépression, tu t'es dit, ok, il y aura... complètement. T'as mis les... Ouais, je me suis dit, je suis descendue une fois, pas deux. Pas deux. Donc c'est pour ça que je m'autorise à m'écouter. Ok. Et si je suis tombée en dépression, c'est parce que je le faisais pas. Donc j'ai appris de mon erreur, du coup je m'écoute de plus en plus et j'essaie de comprendre ce que mon corps m'envoie comme message, parce que les émotions, les ressentis, c'est des messages que notre corps nous envoie. Donc je suis beaucoup plus alerte de tout ça et je reste convaincue que pour moi c'est vraiment cette notion de lead by example. Donc si je veux inculquer quelque chose de concret à mes coachés, je dois même montrer par l'exemple ce que je leur explique, et je peux pas leur dire voilà, il faut que tu fasses ci, ça, ça, alors que moi-même je le fais pas. Ce serait pas du tout aligné à mes valeurs en tout cas, donc je fais en sorte de montrer l'exemple par rapport au message que je veux transmettre pour ma part. Et en plus, t'as pas du tout été freinée dans ton évolution sur les réseaux, alors que tu t'écoutes malgré tout. T'as des étapes, t'as ton process, ça fonctionne comme t'as dit. C'est cohérent avec ce que tu proposes, donc je trouve ça assez... je parle beaucoup d'alignement. Et pour moi, c'est hyper important de se sentir aligné. Et moi, quand je dis aligné, j'entends aligné entre qui je suis, ce que je veux et ce que je fais. Et ça, c'est à petite ou à grande échelle. Et
je pense que dans qui je suis, il y a aussi cette notion de besoin, mais aussi l'énergie dans laquelle je suis. Et il y a des périodes de notre vie où on va être dans une énergie beaucoup plus propice à la création, d'autres moins propices à la création et au recentrage sur soi-même. Et c'est important de prendre conscience de tout ça. Et d'avancer aussi en lien avec ça et de poser les actions qui sont alignées avec ce qu'on peut ressentir intérieurement et ce qu'on veut atteindre comme objectif. En tout cas, t'es faite pour ça. Moi, ça me fait du bien. Là, j'ai l'impression de suivre mon coaching, pas vous. Non, mais voilà, je suis trop bien. Là. Je suis à mon coaching. Faut prendre rendez-vous. Ça fait sens. Oui. C'est combien la séance Non, mais je trouve que tu as tu apaises. Et je pense que tu es nécessaire pour des gens comme Katia et moi. Et toi, Merci. Katia, alors tu fais un peu, tu t'arrives Alors moi, la santé chez moi, c'est un gros sujet. C'est un très très gros sujet, même si je devais en parler, je pourrais poser une après-midi, hein, faut que vous restiez plus longtemps. En fait, moi je me suis clairement pas écoutée. Il y a plein de choses qui résonnent ici et qui m'émeuvent vraiment, notamment ce que tu as dit par rapport aux enfants. Moi j'ai élevé mes enfants quasi toute seule. Et du coup, c'est vrai que j'ai été confrontée assez rapidement à me dire, mais la culpabilité parfois de porter son enfant parce qu'il est pas bien, mais toi tu le sens comme ça, et les autres qui te jugent de l'extérieur alors qu'ils font pas un dixième de ce que tu fais tout le temps. Et c'est vrai que moi j'ai dû vraiment mener de front ma vie de maman solo et ma carrière. Et ma carrière, c'était quand même une très grosse carrière. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup on va dire, de signaux, de red flags de la part de mon corps. En plus, bon, j'ai été victime d'une erreur médicale à mon 2e accouchement. Donc, du coup, j'ai fait comme si ça n'existait pas. Et j'ai continué à gravir les échelons, à y aller. Et puis, le corps, de toute façon, et il m'a fait plusieurs alertes. Et dans ma tête, j'avais pas le choix. Donc, je continuais jusqu'à l'alerte de trop, où finalement, j'y suis jamais retournée. Et c'était même pas le burn-out. Moi, je pense vraiment pas que c'était le burn-out. Enfin, je l'ai jamais ressenti comme ça. Mais c'était finalement un burn-out. Ou alors, si c'était un burn-out, c'était un burn-out de vie. C'est-à-dire physique, j'étais de tous les fronts et j'étais malade. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je sais que j'aurais dû m'arrêter depuis très, très longtemps. Très clairement, je suis descendue beaucoup trop bas. Et j'ai mis pratiquement 2 grosses années à remonter, même si j'ai continué à travailler durant ces années-là, mais j'étais plus que l'ombre de moi-même. Et en fait, on se pose des questions de mais est-ce que je suis finalement maintenant une assez bonne maman? Parce que c'est une maman qui est malade. Donc, c'est très compliqué. Je pense que la santé, on se rend pas bien compte, mais quand on l'a pas, ou qu'on l'a plus, on se rend pas compte à quel point c'est précieux. Et là où je te rejoins complètement, c'est que parfois, il y a la santé physique. Mais finalement, quand la santé physique, elle est vraiment compliquée, ça touche inévitablement la santé mentale. Et du coup, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est lié. Est-ce que c'est je suis déprimée parce que je suis malade? Et du coup, on te met dans des cases parce que tu te sens pas déprimée. Tu te sens juste que tu en as marre de la vie que tu as par rapport à tes douleurs, tout ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on a des ressources en nous qui sont juste totalement insoupçonnées. Et quand on est poussé vraiment au bout du bout du bout du bout, en tout cas pour ma part, ça m'a donné une force que je soupçonnais pas aussi grande. Donc, c'est quand même fou d'être obligé d'en arriver jusque-là, quoi. Exactement. Mais c'est parce qu'on nous apprend pas, des petits. Tout à fait. Finis ton assiette. Mais j'ai plus faim. On apprend pas à nos enfants à s'écouter. T'as quelle note? Allez, réviser. Mets ton manteau. Mais ça se trouve, il a pas faim. Va dormir. Finis ton assiette, mais j'ai plus faim. Et on te dit à quelle heure faut que tu ailles aux toilettes, à quelle heure faut que tu manges, à quelle heure. Et on t'apprend pas à t'écouter, quoi. Ouais. Mais je sais qu'avec ma fille, je mets un point d'honneur à t'as faim, tu manges, t'as pas faim, tu manges pas. Mais c'est exactement l'histoire des masques dont tu parlais tout à l'heure. Parce que, moi, je sais que quand j'arrivais aux urgences, en fait, j'arrivais comme ça. Bon, sans la veste quand même, mais comme ça. Et donc, en fait, parce que je revenais de mon travail, parfois, je laissais mes enfants le week-end à leur père et je fonçais aux urgences parce que toute la semaine, j'avais tenu pour eux. Et je me souviens que quand j'arrivais aux urgences, on me disait mais vous avez mal où, en fait? Parce que tu arrivais sur des talons de 8 cm, t'arrivais parce qu'en fait, t'arrivais de ton boulot, quoi. Et du coup, en fait, c'est comme si quand tu es mal,
il faut que tu aies le masque du mal pour qu'on te croie. Mais c'est vrai en plus. Et du coup, tu traînes un masque tout le temps. Et c'est, ouais, je pense que parfois ça peut complètement bouger les lignes de est-ce que je montre que je suis mal, mais c'est pas l'image que je veux renvoyer. Donc globalement, après, on est dans on est quand même soi-même dans une zone où on sait plus qui on est, parce que pour tout le monde, on est bien, et alors que nous, on sait qu'on souffre énormément. Et quand on le dit, limite, on te croit pas. Exactement. Ah oui, moi, on m'a pas cru pendant tellement de temps. Ouais, c'est pareil. Des fois, quand je parlais de ma dépression, on me disait non, mais t'abuses, tu vis dépression. C'est du coup, au bout d'un moment, tu caches, tu montres pas et tu fais comme si de rien n'était, alors qu'en fait, il y a que toi qui est face à ta problématique, ta solitude, sauf que c'est encore pire finalement. Donc, Et la dépression, c'est une maladie qui est très peu connue. Ouais. Les gens pensent qu'ils savent de quoi. Ils font l'amalgame entre déprime et dépression. Dépression, c'est une vraie maladie mentale. Mais moi-même, la première, c'est-à-dire quand on m'a dit que j'étais en dépression, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi. Moi, en dépression, c'est pas possible. Alors que si, en fait, c'est juste que ton corps, à un moment donné, il lâche. Et sauf que les gens qui t'entourent, vu que moi, on m'a toujours dit, t'es forte, t'es forte, t'es forte, t'es forte. C'est souvent typique. Mais sauf que j'ai été tellement forte que mon corps a dit, stop. Et après, quand tu parles de cette fameuse dépression, les gens autour de toi n'y croient pas parce que t'as l'étiquette de forte. C'est tellement ça me parle ça va pas avec. Ça me parle tellement. C'est pas aligné, donc tu caches et tu fais semblant. C'est vrai que là-dessus, vous ressemblez toutes les deux. Ça résonne beaucoup. Les guerrières qui n'ont pas le droit de lâcher le masque. Oui, c'est ça. Parce que dans l'enfance, on n'a pas eu le choix. Exactement. Et le pire, je sais pas si toi, tu as eu ça, c'est que le masque, à une période de ma vie, moi, on me l'a reproché. C'est-à-dire que du coup, ce masque-là te rend presque... ouais, voilà. Ah oui, complètement. Voilà. Alors, et moi qui étais un chamallow, parce qu'en fait, moi, à l'intérieur, j'aime les gens. Mais moi, je te connais, Katia. Voilà, j'adore les gens. Mon petit chamallow. Avec ton masque. Et c'est vrai que, en plus, j'étais dans une carrière d'homme, donc du coup, le masque, deuxième masque, pour bien montrer qu'il faut pas qu'on vienne me marcher sur les pieds. Et donc, du coup, à l'extérieur, les femmes que tu côtoies, elles te regardent effectivement comme quelqu'un d'autant, éventuellement autoritaire, ou alors que non, en fait, ce qui rajoute en plus, je sais pas comment tu l'as vécu, mais ce qui rajoute un mal-être, parce qu'en fait, t'as l'impression d'être toi nulle part. Complètement. Combien de fois on m'a dit que j'étais hautaine, froide, une porte de prison, un cœur de pierre, alors que je suis hyper sensible et je suis un cœur d'artichaut en vrai. Et du coup, c'était toujours trop froide, trop distante, trop renfermée, ou pas assez sociable, pas assez ouverte, pas assez souriante. Ça me parle tellement. Moi aussi, ça me parle aussi en fait. Alors moi, je suis plutôt fanfaronne. Moi, je suis très très extravertie. Je vais beaucoup faire rire les gens, mais avec un caractère assez qui prend de la place, mais du coup avec un caractère hyper extraverti et où j'ai caché mon hypersensibilité. Aussi, donc il y a cette histoire de masque qui est un autre masque, mais qui est un masque quand même, pour aller cacher qu'à l'intérieur, si tu me touches, je m'écroule. Moi, j'en ai fait 2 des dépressions. Donc je sais aussi ce que c'est que d'être dans le fond, de pas vouloir sortir du lit, et de pas avoir aucune énergie pour rien, quoi. Et parce que justement, j'étais pas connectée à cette hypersensibilité-là. Je voulais mettre ça de loin parce que c'est pas crédible, parce que c'est n'importe quoi d'être médium, parce que tu racontes des bêtises, parce que c'est autant en Angleterre, on a la carte de médium, il y a des écoles, il y a des institutions, le métier est reconnu en Angleterre, autant en France. Que c'est le marabout, c'est plutôt cautionné, charlatan, etc. Les gens qui abusent de la faiblesse des gens qui sont dans le deuil. Et c'est cette image-là, moi, que je veux changer, en fait. Parce que quand tu accompagnes les gens là-dedans, le but, c'est qu'ils trouvent de la paix. Le but, c'est qu'ils se sentent que le deuil soit plus doux. Donc, c'est ça qu'il faut... Voilà, c'est cette hypersensibilité-là que aujourd'hui, je suis capable... des fois, on me dit que je pleure trop maintenant. Mais c'est des masques, on en a tous, je pense, et des fois c'est la femme forte, et des fois ça va être le masque du clown, et des fois c'est moi. Voilà. Je suis là. Voilà. Et c'est les gens les plus tristes. Souvent, c'est ce qu'ils se disent, dans les humoristes et des trucs comme ça. C'est vrai. Mais je suis d'accord. Bon, ce qui est chouette, c'est de réussir à prendre conscience, parce qu'il y a des gens qui prendront jamais conscience de ça de toute leur vie. Et donc, moi, ce que je trouve chouette quand même, c'est que d'accord, c'est pas confortable,
Mais au moins, quand tu as la conscience du masque que tu portes, ok, là, il y a un C'est truc beau ce que tu où... dis. Et ouais, mais... Dites-nous en commentaire, quel est votre masque? Est-ce que vous êtes le clown, la personne hautaine, hyper froide, hyper désagréable, ou encore la sorcière bien aimée? Est-ce que vous avez un... C'est quoi ton masque, toi, Mélina? Froide aussi? Ouais, Ou un pas petit peu. hautaine, toi? Bah non, mais froide quand même. Je peux être Ah ouais, assez t'es froide? réservée. Ah, Oui, oui, oui. rigide. Oui aussi. Tac. Ouais, tout à fait. Tac. Ah ouais. Alors que pas du tout en fait. Mais non, pas du tout. Non, Moi, je te vois vraiment- pas du tout comme... Vraiment pas du Ouais, tout. moi non Alors Mais peut-être non. que j'ai une mauvaise perception de moi-même aussi. Hein. Ah non, moi, je te vois Que pas je du suis tout. peu Moi, je te trop vois un petit exilée. soleil. C'est vrai? Ah ouais? Attends, mais... Je vois la petit chamallow. Ah bah super. Voilà. Non? Alors, Vous bah, pensez quoi, à vous? oui, non, l'intérieur, pas du ça tout, se... ouais. Je suis Dites-nous hyper... si Mélina ressemble à quelqu'un de très froid, très rigide, comme ça, là. On la voit comme ça, tac, petite baguette, tac, tac, tac. Super nanny. Non, franchement, non. T'es souriante, t'es nature, franchement, non. T'es J'aurais pas dit douce. ça, t'es Ouais, douce, j'aurais ouais. pu dire D'accord. douce. En tout cas, à l'intérieur, je suis tellement exigeante envers moi-même que je peux Ah, avoir, c'est peut-être je peux avoir ça, une mauvaise perception de moi-même. Et c'est vrai que Ouais. je me mets la barre très haute tout le temps, partout. Et parfois, ça m'auto-sabote. Du coup, ça m'empêche de faire des choses. Bon, je suis quand même là ce soir, mais c'est vrai que je me suis... Enfin, et j'aime ça. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à venir, mais je me suis posé quand même 10 000 questions avant de venir. Eh ben, au final, tu l'as fait. Voilà. Mais Je suis incroyable. là. Bravo. Ouais, bravo. Bravo. Franchement, les filles, je suis très heureuse parce que cette conversation, elle est super chouette. Je vous avais demandé de ramener des petits objets fétiches. Est-ce que vous les avez avec vous? Oui. Ouais. Qui veut commencer? Bah, Mélina, tiens, toi qui es pleine d'audace, là, allez hop là. Ça y est. Alors moi, c'est vraiment l'objet, enfin un petit peu la consécration, ma revanche sur la vie. Ah, Donc en fait, rien c'est que ça. le livre que j'ai écrit sur les enfants atypiques. Mais c'est sublime. Ouais, en fait, moi qui étais à l'école, du coup, enfin j'avais vraiment mes dictées, j'avais que des zéros, il y avait toujours plus de rouge que de bleu. Et aujourd'hui, j'ai écrit ce livre justement pour toutes ces familles. Et c'est vraiment ma j'adore. revanche sur la vie et surtout voilà, sur tous les doutes que je peux avoir sur moi, sur mes compétences, au moment en fait où toutes mes copines passaient en classe supérieure et qu'elles avaient toujours des bonnes notes. Bah moi, j'ai écrit mon livre. Mais c'est génial. Mais bravo. Ouais, c'est Mais super, attends, mais où bravo. est-ce qu'on peut le trouver? Partout? Alors c'est avec maintenant parce qu'en fait, c'était en kiosque, donc là il est en rupture de stock. Ah. Et quand est-ce qu'il revient? Tu sais pas Je trop. ne sais pas du tout. Mais attends, mais moi, je veux le voir. Parce que moi, je suis un enfant atypique, donc je me sens concernée. Il y a plein de Mais conseils j'adore. précieux. Hein. Regardez, surtout, favoriser la confiance en C'est soi. beau. Il a l'air Je sais pas chouette si à on va lire. voir. Mm. Tac. Magnifique. Et j'en profite vraiment pour dire à toutes les familles et à tous les parents d'avoir confiance en eux. Vraiment, c'est le mot ce qu'il faut, que j'ai vraiment envie Il de y a des partager. activités cuisine pour les enfants atypiques. Donc, dedans, ça peut parler Oui, au pour les canaliser, HPI, HPE, TDAH. Parce que moi, je suis TDAH. Voilà, TDAH, Ah, TSA. Oh, mais oui, il y a des petits mandalas. Oui. Super, mais il est magnifique ce livre, bravo. Franchement, Merci. tu veux pas me l'offrir? Je te l'offre. C'est vrai? Ah oui. Oh, mais Avec non, mais je plaisir. vais pleurer. Merci beaucoup, Mélina. En plus, je dois prendre un avion, là, je suis refaite. Ah, c'est mon activité dans l'avion. Merci. Je te ferai un bisou après. Bon, toi, Emmanuel, ton objet Alors moi, fétiche. j'ai ramené mon Ah. pendule. Voilà. Parce que quand mes capacités extrasensorielles se sont décuplées là, à 14, 15, 16 ans, je savais pas trop. Moi, j'ai cru que j'allais finir en hôpital psychiatrique. Hein. Ah. Moi, je suis très cartésienne. D'ailleurs, c'est mon credo. J'ouvre mon école, mon académie des médiums cartésiens. Ouais. Et en fait, quand ça m'est arrivé, j'ai eu très, très peur. Et j'ai ma grand-mère qui, elle, aimait bien les cartes, le pendule et tout, et qui a commencé à me mettre un pied un peu là-dedans. Et c'est le pendule qu'elle m'a offert pour mes 16 ans. Il est Voilà. agité, là. Et c'est l'émotion. Je parle de ma grand-mère. Et donc, ça a une valeur très forte pour moi parce que je m'en sers régulièrement. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été la porte, en fait, où j'ai commencé à comprendre tout ce qui était énergétique, les vibrations, la physique quantique, tout ce qui me passionne au niveau de la science alliée à la spiritualité, parce que pour D'accord. moi, l'un va pas sur l'autre. D'accord. Et Einstein le disait aussi, hein. On n'arrête pas de le citer, dis donc lui. Il est avec partout. nous à côté. Non, je rigole. Et c'est pas vrai. On sait pas. C'est dommage. Mais tout est énergie, en fait, tout est vibration, tout est fréquence vibratoire. Donc une fois qu'on a compris ça, Même dans l'atome, il y a ça- l'énergie ben, bien sûr. entre l'ion et l'anion. ouais. Mais dans n'importe quelle cellule, n'importe quelle molécule, c'est 99,9% d'énergie. Le Mm. reste, c'est 0,1% Non, de matière. Mais même dans une table.
quand on va au plus petit du plus petit. Donc, on se rend compte à quel point tout est énergie et dans cette énergie circulent des informations auxquelles on peut avoir accès si justement on développe ses capacités extrasensorielles. Incroyable. Extraordinaire. Extraordinaire. Vive la Ça va science. vraiment, vive la science et vive cette Vive émission les qui est médiums vraiment cartésiens. du long, qui suit son fil sur l'extraordinaire. Katia. Exactement. Alors, moi, j'ai écrit un livre, mais c'est pas mon objet fétiche. Peut-être qu'on en parlera après. Alors, mon objet fétiche, c'est mon téléphone. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est pas le téléphone pour les réseaux sociaux, ou le téléphone. C'est on va dire, le cordon ombilical qui m'a reliée pendant toute ma carrière à mes enfants qui étaient petits. Et d'ailleurs, ils sont, tu vois, ils sont là. Et Attends, faut qu'on les voit à la caméra. Ils sont plus grands maintenant, voilà, mais monte vers moi. Vers toi. Là, voilà, là on voit. Voilà. Et ils sont toute ma vie. Je risque d'être un petit peu émotive. Et du coup, c'est vrai que vu que j'étais très occupée en tant que directrice commerciale et directrice de la négociation de grosses boîtes, et comme j'avais de lourdes responsabilités vis-à-vis d'eux, je faisais partie, c'était pour moi non négociable, c'est-à-dire où que je sois, quels que soient les enjeux de négociation, même si c'était des centaines de millions d'euros parfois, mon téléphone était toujours ouvert. Et il m'était arrivé dans des moments où d'énormes choses étaient en jeu, quand l'école m'appelait ou je sortais, c'était vraiment non négociable. Donc ce téléphone, je ne peux pas vivre sans, même si maintenant, évidemment, ils ont grandi. Mais mon dernier, il a quand même 12 ans encore. Donc oui, c'est mon téléphone, c'est voilà, être là s'il arrive quelque chose. C'est beau, c'est Ouais, magnifique. c'est beau. Et en plus, vous n'avez pas vu les enfants de Katia. C'est les futurs Mister France. Je vous le dis. Moi, si j'ai une fille plus tard, je pose mon veto. C'est mes gendres. Voilà. Ma fille a 10 ans, ça va. 10 tu ans, vois 12 ans. Je te Voilà. dis, Elle s'appelle Blue, elle est canon, incroyable. tu verrais, Elle a fait des beaux bébés, Katia. Hein. Incroyable. Je connais pas les vôtres. Mais voilà. Et toi, Vanilla, est-ce que tu as pris ton objet fétiche? Oui. Alors moi, c'est ce bracelet en quartz rose. Pour te protéger? Exactement. Enfin, la vertu du quartz rose, normalement, c'est pour décupler amour de soi, confiance en soi. Donc, il y a l'aspect, bien évidemment, lithothérapie, c'est certain, mais j'en ai développé un ancrage, en fait. Ce qui veut dire que quand je porte ce bracelet, ça me permet en un coup d'œil de me rappeler qu'il est important que j'ai de l'amour envers moi-même et que je crois en moi. Et ça fait partie de mon histoire, du coup, parce que la croyance qui m'a jamais lâchée, même quand j'étais dans le trou le plus noir qui soit, c'était que je croyais en moi. Je savais pas combien de temps ça allait prendre, je savais pas comment j'allais faire, comment j'allais m'en sortir, mais j'ai toujours cru que j'allais y arriver. Et ça me permet de jamais lâcher cette croyance et aussi d'être dans cette dynamique d'amour envers moi-même. Et il y a une question que je me pose et que je donne à mes coachés, c'est de se demander, est-ce que là, quand je prends cette décision ou est-ce que quand je fais cette action, je me donne de l'amour? Est-ce que c'est me donner de l'amour envers moi-même? Et se donner de l'amour, c'est pas toujours faire ce qu'on a envie, mais c'est faire aussi ce qui est bon pour nous quand il est nécessaire de le faire. Et ça me le rappelle tous les jours. Tu avais dit un truc qui m'avait beaucoup marqué dans une de tes vidéos, je crois, mais peut-être ça remonte, je sais pas, je suis peut-être à la ramasse, justement sur ce fameux choix dont tu parles. Parfois, on veut prendre un choix qui nous fait plutôt plaisir à nous, plus jeunes, alors qu'on devrait prendre un choix par rapport aux nous aussi plus âgés. C'est-à-dire en même temps notre petite fille, et en même temps notre nous quand on aura 80 ans. Donc, quand on va aller boire un verre avec des potes et se mettre un peu minable, est-ce que c'est un choix agréable pour nous quand on aura 80 ans? Ou est-ce que c'est plutôt un choix qui fait plaisir à la petite qui voulait être la grande personne qui s'amuse avec ses potes, etc. Alors, je dis pas qu'il faut pas s'amuser, mais ça m'a beaucoup marqué ce que tu as dit. C'est souvent, moi, j'ai fait plutôt des choix par rapport à ma petite fille intérieure. Oui, tu vas réussir ça, tu vas avoir ce rêve, tu vas avoir ça. Mais est-ce que j'ai pensé à la personne âgée que je serai plus tard? Attends, tu vas être fragilisée, tu vas être malade, tu auras peut-être un cancer, tu vois. Donc, je te remercie pour cette vidéo. Je vois que Katia nous a ramené un très beau livre. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre que j'ai écrit qui s'appelle Deviens une femme influente. Montre-le vers moi. Vers toi? Ouais, c'est bon. Super. Et c'est un livre qui est à mi-chemin entre mon histoire et la raison pour laquelle, en fait, j'ai réussi cette carrière. C'est-à-dire que vraiment, je me suis posé des questions sur quels sont finalement les traits que tu dois développer pour être successful dans ta vie. Et
beaucoup de gens m'attendaient sur un livre sur les systèmes de conversion, puisque évidemment, on va dire ma zone de génie, c'est la vente, la négociation et le closing. Mais globalement, je pense qu'à partir du moment où tu as compris les règles de l'influence, tu as compris les règles de la vente d'un point de vue général. Et une femme qui a cette confiance en soi, une femme qui est bien dans ses baskets, qui sait ce qu'elle vaut, elle devient magnétique. Et à partir du moment où elle est magnétique, elle vend naturellement. Ouais. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé là-dessus. Et en fait, c'était aussi une ode à moi-même, mon petit moment égoïste, où j'ai retracé tout mon parcours qui est quand même assez chaotique au niveau de ma santé, par rapport à tout ce que j'ai pu dire ici. Et globalement, j'ai envie que toutes ces femmes qui, à un moment, sont tombées, se disent qu'on peut tomber 10 fois, ça peut paraître parfois pathos, ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement vrai, et se relever. Et aussi de se dire que parfois, on a une image des gens. Moi, je pense que les gens, quand ils ne me connaissent pas et qu'ils ne connaissent pas mon histoire, ils seraient à des années-lumière de qu'est-ce qu'a pu être ma vie parfois. Ouais. Et à travers ce livre, j'ai voulu aussi que les gens, d'un point de vue général, et les femmes en particulier, puissent changer leur regard sur le succès aussi. Parce que plus tu as un regard très poussé sur le succès, et plus il te paraît inatteignable. Parce que tu te sens trop petite, tu te sens pas assez, etc. Et le fait de désacraliser ça, un peu d'ailleurs comme un peu Oprah, où quand on regarde sa vie, elle est tout sauf linéaire. Donc ça veut dire que toutes ces femmes-là, le succès, en fait, il est à la portée de tout le monde. Et je pense qu'il faut arrêter de désacraliser. Il faut plutôt désacraliser parfois des images toutes lisses que l'on peut renvoyer, alors que notre vie, elle a été aussi chaotique. Et ça fait partie de notre vie. Et c'est aussi ce qui a renforcé la force. Notre vie ordinaire, elle peut être extraordinaire. Exactement. Et oui. Et c'est surtout qu'on le banalise, en fait, parce que l'extraordinaire, il est en nous, donc on le banalise. D'ailleurs, une dernière phrase sur l'extraordinaire avant de terminer l'émission. Est-ce que vous Moi, j'avais une question. Dis. Est-ce que si tu t'étais plus écoutée ou si tu aurais eu autant de succès, plus écoutée dans ton corps, tu vois? Alors, je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense que oui, en toute honnêteté, mais différemment. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Dès petite, j'avais des rêves, mais je me suis beaucoup abîmée parce que, en fait, à plein d'endroits dans ma vie, je suis passée en force. Et je pense que parfois, et du coup, il y avait un choc entre mes rondeurs internes et le trait carré que je mettais à l'extérieur. Et donc, je me suis beaucoup abîmée. Donc, je pense que le succès, en fait, j'aurais pu l'avoir d'une autre manière et je me serais moins abîmée. C'est pertinent. Est-ce que les filles, un petit mot pour terminer, pour l'extraordinaire, aux parents qui ont des enfants extraordinaires? D'avoir confiance en eux et de ne pas écouter les critiques, les jugements des autres, parce que c'est ça qui détruit. Ok. Les personnes qui découvrent un don extraordinaire? Moi, j'aurais à leur dire d'avoir confiance en leur ressenti. Confiance. Ouais. Bien ça. Extraordinaire. Les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos coachés ou personnes qui peut-être se posent des questions avant de se faire coacher par vous? Alors moi, je dirais qu'une étoile est faite pour briller et qu'elle n'est pas faite pour être mise dans une case. Donc voilà, c'est une belle métaphore. Ouais, j'adore. Bien. Et moi, ce que je dirais, ça rejoint aussi beaucoup ce que tu dis sur la parentalité, c'est que on a tous un pouvoir insoupçonné qui est de pouvoir inverser la vie de quelqu'un. Et par là, ce que je veux dire, c'est que je l'ai beaucoup ressenti en tant que mère, dans la manière dont j'ai éduqué mes enfants. J'ai voulu vraiment leur montrer qu'en fait, l'illimité est leur terrain. Et à partir du moment où on construit ça dès l'enfance, quelles que soient finalement les personnes qu'ils sont, moi j'ai un de mes enfants qui est hypersensible vraiment à l'extrême. Et au final, j'ai fait que de lui dire que c'était absolument génial parce qu'il pourrait faire plein de choses que d'autres ne ressentent pas. Donc je pense que, et je dirais même en tant que femme, on a un pouvoir d'inverser l'aspect générationnel en fait. Donc on est finalement toutes des créatrices extraordinaires et des Exactement. révélatrices extraordinaires. Et on peut avoir une chaîne
d'extraordinaire à partir du moment où tu changes la vie de quelqu'un. Lui-même, je pense qu'il a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un d'autre. Et en fait, on se rend pas compte de cet effet boule de neige dans... La part du colibri. C'est exactement ça. Ouais. Eh ben, c'est magnifique sur ces belles paroles. J'espère que vous aussi, vous allez, grâce à cette vidéo, continuer la chaîne que Katia vient de nous lancer. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous cette vidéo, toujours avec bienveillance. C'était ABC Talk Women avec Kat Queen, que vous pouvez retrouver sur leurs réseaux sociaux. Je mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao, ciao. Au revoir à tous.